Hello los amigos, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo pour des raisons qui sont simples, c'est que j'étais à fond sur une histoire, sur une affaire. Et aujourd'hui justement, à la demande de mon entourage, je vais vous raconter cette affaire parce que ça va être beaucoup plus simple que de faire du one-to-one. Là on va faire du one-to bzef DNS. Donc, il y aura deux vidéos, bien deux séries de vidéos. La série sur l'investissement en Turquie, parce que là, il y a énormément de choses à dire. C'est pas du tout simple. Et c'est pas quelque chose qu'on peut résumer en 2 minutes. Et une vidéo qui va être le background, qui va un peu relayer le background de ce qui s'est passé. Là, ça va être une vidéo plus, c'est pas un vlog, mais ça va être plus une explication de ce qui m'est arrivé, parce que c'était beaucoup d'ascenseurs. C'est ce qui arrive quand on va pas aller juste contacter quelqu'un qui est un conseiller, un consultant qui va nous former. Bah, moi, c'était mon choix parce que j'ai jamais payé un formateur. J'aime bien aller chercher l'information moi-même. Bah, quand on cherche l'information soi-même, forcément, forcément, il y aura des hauts et des bas. Forcément, il y aura des questions à poser, etc., etc., etc. Et donc, c'est ce qui fait que. C'est ce qui fait que. Et si j'en parlerai dans cette vidéo, pas celle-ci, l'autre que je vais faire certainement, c'est pour que les gens puissent un peu anticiper les erreurs. Parce qu'en fin de compte, vous savez, on commet tous les mêmes, plus ou moins les mêmes erreurs. C'est pour que les gens puissent anticiper, ne pas commettre ces erreurs, etc., etc., etc. Donc ça va être une vidéo très importante, très intéressante. One day maybe, on verra. Là, on se recentre sur l'objet de cette vidéo, l'investissement sur la Turquie. Et commençons par le commencement. Pourquoi faut-il investir en Turquie? Alors, je vais vous donner deux axes de réflexion. Premier, c'est la diversification. La plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils investissent en France. Ou alors, ça va être au pays francophone. En tout cas, un anglophone, il ne va pas aller regarder cette vidéo, ça c'est sûr et certain. Donc, les pays francophones, pour la plupart, même si certains c'est un peu différent, ils ont une législation qui est assez proche de la législation immobilière française, ou alors c'est en devenir. Ça veut dire la même imposition, les mêmes risques, peut-être les mêmes opportunités. Mais bon, voilà. C'est très bien, vous investissez dans l'immobilier, bah allez-y. Mais est-ce que vous avez envie de ne pas diversifier? Moi, je pense que c'est très important de diversifier parce que l'un des problèmes de l'immobilier, c'est les règles, c'est les lois. Et les lois, c'est très facile. Il suffit qu'il y ait un gouvernement, soit qui est en crise, qui vit une crise économique, ou alors qui a des raisons idéologiques, ou je ne sais quelles raisons, et qui vont légiférer des lois anti-proprio, anti-investisseurs. Et je pense que ce n'est pas des exemples qui nous manquent malheureusement en ce moment. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Donc diversification, je pense que c'est très important pour limiter le risque et limiter la casse. D'autant plus que le système francophone, il est très protecteur, on le sait très bien, du locataire, ce qui est très bien, personne ne dirait le contraire. C'est juste, il faut se demander si c'est pas un peu trop. Et ça permet à des profiteurs d'en profiter. Et généralement, c'est aux dépens du propriétaire. Je ne me prononce pas, mais je laisse chacun se faire sa propre idée. Je pense qu'on a tous une idée. Mais bon, voilà. Anyway, le deuxième axe, c'est la Turquie. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais la Turquie comme pays, on va pas faire de la géopolitique parce que là, on va aller dans tous les sens, mais c'est un pays qui est en train vraiment... Alors, c'est un pays qui est dans une situation géographique un peu très particulière, qui n'est pas du tout la meilleure, quand on dit la meilleure, dans le sens simple et facile. Bon, après, chacun pense que son pays est le centre du monde, et c'est tout à fait louable, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y a une Russie qui est historiquement ennemie. Dans le sud, il y a les pays arabes, dont en tout cas les régimes ne sont pas très amis ou n'étaient pas très amis avec la Turquie. Il y a l'Europe, avec qui ça marche pas. L'Ouest, l'Occident d'une manière générale. Parfois ça marche, c'est le grand amour. Parfois c'est le désamour. Et puis il y a juste derrière un certain Iran et d'autres pays chiites qui historiquement, même avec les Ottomans, ils ont toujours eu des problèmes avec la Turquie. La Turquie, à un moment donné, dans les années 2000, c'était zéro problème. Mais depuis 2010 peut-être, 2011, 2012, elle s'est retrouvée au centre de pas mal de problèmes. Certains diront qu'elle n'a pas choisi, c'est la situation géopolitique qui a fait qu'elle a dû prendre des décisions et des positions. D'autres diront ils sont méchants. On s'en fout. C'est pas du tout ça le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce qu'il y a une opportunité ou pas? Est-ce qu'il y a une stabilité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou pas?
Là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Turquie. Parce que c'est un pays qui est en plein... Et là, oubliez-moi ces histoires d'inflation et tout ça. Il faut vraiment regarder d'une manière très big picture. On laisse de côté tout ce qui est dogmatisme, tout ce qui est sur BFM TV, etc., etc. Moi, mes sources, c'est des gens qui sont sur place. Ok? Et j'ai essayé aussi de diversifier mes sources sur YouTube, sur Internet. Bon, ça, c'était en mode exploration, bien sûr. Parce que YouTube et Google, c'est très bien. Bon, Google, YouTube, c'est la même chose. Voilà, vous avez compris. Donc, ça, c'est très bien comme introduction. Mais à un moment donné, il faut vraiment avoir des sources qui sont sur place. Les sources qui sont sur place, c'est très simple. C'est un pays qui est en plein boom depuis très longtemps. Assez longtemps, en tout cas. Il fait partie des 20 plus grandes économies. Durant la crise Covid, ils se sont sortis beaucoup mieux que d'autres pays. Aujourd'hui, effectivement, ils ont un vrai problème d'inflation. Certains parlent d'une crise économique, mais sur le terrain, à part l'inflation, on ne voit pas trop de crise. Au contraire, ils sont sur le bon sens. Et je vous invite vraiment à diversifier vos sources d'informations, ne pas s'arrêter sur certains médias. Ça, c'est très important. Ça va être valide pour la Chine, pour la Turquie, pour tous les pays qui ne sont pas dits, on va dire, dociles. Donc, non, on s'en fout de la politique, mais tu veux investir en Turquie, bah, renseigne-toi bien. C'est tout ce que je te demande, c'est aussi simple que ça. Et là, tu risques d'être très surpris. Je vais raconter une petite histoire très rapidement, parce que c'est pas le sujet. C'était en Philippines. Alors, Philippines, leur président, pire que Trump. J'étais aux Philippines, et exprès, j'ai engagé la discussion avec le chauffeur de taxi, pour qu'il parle, bon, bien sûr, j'ai essayé un peu de le mettre à l'aise, parce que c'est pas facile de demander un avis sur son président quand tu es dans le pays. Mais l'avis qu'il m'a donné n'a rien à voir avec ce qu'on a dans les médias. Idem pour des Américains à propos de Trump. Je dis pas qu'ils sont bons, je dis pas qu'ils sont des anges, loin de là. Je dis juste que ce qu'on regarde, ce qu'on voit sur la télé, n'est pas forcément la réalité. Il faut se faire son avis en diversifiant les sources, et puis en ayant un sens un peu critique, quoi. Voilà. La Turquie, l'une des plus grandes 20 économies, se sont très bien débrouillés durant le Covid. C'est l'un des rares pays qui ont eu une progression positive, PIB, etc., avec la Chine. C'est un pays exportateur. Militairement, c'est un pays qui devient de plus en plus puissant, qui vend énormément. Ils sont en train d'avoir leur propre voiture électrique. Ils sont de toute façon sur la voie de l'autosuffisance, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas très aimé dans certains pays qu'on connaît très bien, parce que voilà, ils sont en train de sortir du joug. C'est dommage pour certains pays, mais vu par eux, voilà, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Au-delà de ça, c'est un pays qui, depuis très longtemps, a misé sur l'immobilier. D'ailleurs, ça, c'est l'un des critères, ou bien c'est l'une des caractéristiques qu'on retrouve chez pas mal des pays émergents, parce que l'immobilier, c'est l'un des secteurs les plus importants. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Et donc, ils ont une législation qui est très clémente, et des facilités, mais de malade. Là, je parle du système bancaire et de tout ce qui est immobilier. Donc, rentrons droit dans le sujet. En tant qu'un investisseur immobilier, il y a des gens qui ont fait du x2, voire du x3 en 3 ans. Pourquoi? Juste parce que il y a des facilités, parce que aussi, c'est un pays qui est central, qui a, avec son système de naturalisation pour ceux qui vont... Alors, c'était 250 000, maintenant c'est 400 000 d'investissement immobilier, ça change tout le temps, il faut voir. Ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, ou des investissements directement financiers. Mais dans tous les cas, c'est un pays qui est très convoité par les riches de la péninsule arabe, ou bien des pays arabes, d'une manière générale, des hommes d'affaires irakiens, iraniens, des pays turcs, enfin turcs dans le sens la race et non pas le pays. Tout ce qui est Turkménistan, rien à voir avec le pays Turkménistan, mais d'un point de vue race, la Russie, et tous les pays qui sont voisins de la Turquie, côté Europe. L'une des preuves, c'est que récemment, il y a le conflit que tout le monde connaît entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Avec les sanctions, tous les hommes d'affaires viennent en Turquie. Tous les hommes d'affaires viennent en Turquie. Ils ne vont pas prendre un Airbnb. Généralement, ce genre de personnes, ils achètent et cachent d'ailleurs. À propos du cash, là, on parle d'un système financier qui n'a rien à voir avec l'Europe. Alors, ça peut être bien comme ça peut être ne pas bien. Chacun se fera son avis. On s'en fout. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est juste que il y a une fluidité d'argent, mais vraiment
C'est presque anecdotique, quoi. Les gens, ils viennent, on est capable de payer un bien en espèces, dans une valise. Donc on est très loin de la France, par exemple, ou le Maroc, où il faut passer par la case notaire et justifier la source. Je dis pas c'est bien, je dis pas c'est pas bien. De toute façon, nous, dans tous les cas, notre argent, généralement, il aurait déjà été contrôlé en France avant qu'il parte là-bas pour investissement. Voilà. Donc, c'est juste pour dire jusqu'à quel point c'est un hub pour le moment, et les gens se sont fait beaucoup d'argent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore plus d'argent dans l'avenir ou pas? Ça, on ne sait pas, hein. Mais on a quand même des axes de réflexion. Premièrement, c'est un secteur qui est très stratégique, et on ne change pas de secteur stratégique du jour au lendemain. Ça, c'est primo. Secondo, alors, quand on parle de la Turquie, géopolitique, on n'a pas le choix. 2023, et tout le monde en parle. Il y a des projets qui sont des projets structurels en cours. Par exemple, l'aéroport Atatürk qui est en train de changer de tête et de fonction. Et tous les biens qui sont autour, ils sont en train de prendre de la valeur. Idem pour le deuxième canal d'Istanbul. Et en 2023, sans rentrer dans les détails, il y a des conventions, il y a des accords internationaux qui ne seront plus. Et tout ça fera que la Turquie gagnera encore plus en influence et en puissance économique et politique. On rajoute à ça des explorations qui sont en train de faire sur le gaz, sur le pétrole. Il y a des choses qui se passent, et sur l'or. Il y a des choses qui se passent, qui fait que ce pays-là va devenir encore plus riche, et de plus en plus riche, après 2023. Ça veut dire que les biens immobiliers, forcément, et la situation économique, forcément, va s'améliorer. Donc si on est positionné, c'est toujours bien. Ça veut dire ça. Ça veut dire aussi autre chose. C'est que, quand est-ce que la Turquie, normalement, va venir taper sur l'immobilier? C'est comme dans les autres pays, parce que vraiment, c'est comme ça. Il faut voir la Turquie comme un pays émergent. C'est comme un Far West, bien sûr, où il y a des lois. Mais c'est un pays jeune, d'un point de vue immobilier, où il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand est-ce qu'on va revenir pour légiférer, pour mettre des contraintes, etc., etc., certainement lorsqu'il y aura une crise économique, mais réelle cette fois, et que le gouvernement turc, dont je ne sais pas combien d'années, va se dire, bah, on fait comment, il nous faut des impôts, on cherche où, et ben on va taper sur l'immobilier. Mais ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'on pense qu'il y a des sources d'argent qui vont venir. Et donc, si ça fait juste quelques mois, le mètre carré Istanbul, c'était 1000 euros, aujourd'hui, c'est autour de 3000 euros. Je ne parle pas des petits quartiers où il ne faut pas investir de toute façon, mais je parle des quartiers où il faut investir. Toute une histoire pour savoir où investir, parce qu'en plus, si on ne parle pas turc, c'est difficile parfois de prononcer le mot. Il faut rentrer un peu dans la culture populaire ou locale, il faut se renseigner pour savoir de quoi il s'agit, où il faut investir. Donc tout ça pour dire, parce qu'on ne peut pas rentrer trop dans les détails, hein. Comme j'ai dit, c'est 24 heures de formation, on ne fait pas de formation, on ne fait pas de coaching, c'est juste un Rex. Tout ça fait que la Turquie, ça peut être une très bonne alternative aux alternatives qu'on a aujourd'hui d'investissement. Faut-il que je rappelle qu'aujourd'hui, en stagflation, tu vas investir où? Franchement, je parle pas je parle des gens un peu normaux comme nous, comme la plupart. C'est-à-dire, tu as déjà un travail, tu as un petit excédent d'argent. Si on nous permet de garder l'excédent d'argent, il faut l'investir quelque part. Tu vas à la bourse, franchement, big lol, même s'il faut qu'on en parle, on est en train de vivre un moment historique de transfert de richesse et de fortune qu'on n'aura jamais dans nos vies. Et peut-être ça se passe aussi par la bourse. Donc, il faut le voir d'une manière assez critique, assez intelligente. C'est peut-être une super opportunité. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour le moment, dans l'immédiat, la bourse, bah, c'est le toboggan pour ceux qui étaient positionnés comme moi, comme la plupart d'entre nous. On va aller voir dans l'immobilier. Premièrement, l'immobilier, avec la crise, on est en train de légiférer. Donc, plus d'impôts, plus de problèmes. Vous voulez qu'on parle de la France, franchement, et tout ce qui nous est tombé, DPE, taxes foncières qui ont augmenté, même si là, ils sont en train de dire que ça va un peu baisser. Alors oui, pas de taxes d'habitation, mais bon, c'est pas grand-chose. Pas de Airbnb, ou plutôt plus de Airbnb dans les plus grandes villes. Plafonnement de loyer. Et là, même avec l'inflation, peut-être qui avoisine 7%, on n'aura pas le droit d'augmenter le loyer de plus que, sachant qu'il est déjà plafonné de plus que 3,5%. Voilà, en France, excusez-moi, mais aujourd'hui, moi je pense, c'est toujours bien de diversifier. Il faut peut-être garder ses investissements, mais on investit encore plus. Je dis la France et tous les pays qui ressemblent, uniquement si on tombe sur la bonne affaire.
Mais genre, j'ai de l'argent, j'achète n'importe comment, c'est vraiment pas la peine. C'est une perte d'argent. Vraiment, il vaut mieux laisser l'inflation grignoter plutôt que, parce que vous savez bien, l'immobilier, c'est pas du tout liquide. Donc, voilà. Je caricature un peu parce que oui, laisser dans la banque, c'est pas le meilleur. Mais bon, voilà, vous avez compris, vous avez compris. Donc, tout ça fait que, c'est vrai que ça va être intéressant d'aller chercher d'autres marchés, d'autres pays, où on peut faire de l'immobilier. Et choisir entre un pays, par exemple Monténégro, il faut que j'en parle parce que durant mes recherches, je suis tombé sur Monténégro comme étant l'un des meilleurs pays. Mais j'ai pas approfondi parce que je peux pas courir derrière trois lièvres en même temps. Déjà j'en ai un et c'était pas facile. Donc on verra ça une autre fois. Mais si je dois choisir entre Monténégro et la Turquie qui est en train de devenir une puissance mondiale, et peut-être un jour Istanbul, il est déjà une grande, bon, c'est pas la capitale, mais bon, la grande ville, vous avez compris. Mais un jour, peut-être, elle sera du même niveau que Londres et Paris. Et moi, j'ai envie d'avoir là-bas quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, Paris, vous savez très bien, 12 000 euros mètre carré, et ce n'est que la moyenne. Là, on est à 3 000 euros pour Istanbul, à l'heure où je fais la vidéo, bien entendu. Qu'est-ce qui empêcherait, dans plusieurs années, que ça ait le même niveau que Londres et ailleurs? Et j'ai envie d'avoir. Bon, voilà. Donc, sur l'opportunité, je pense qu'on sera tous d'accord. C'est l'une des super opportunités. Ça fait longtemps que je suis ce pays, j'ai jamais osé, parce que jamais osé franchir le pas, parce que j'avais peur d'un point de vue géopolitique. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont à deux doigts d'éliminer ce risque-là, parce que, il faut le dire, regardez la géopolitique, il devient un acteur incontournable. Et voilà, c'est pas demain, a priori, qu'il sera rayé de la carte, ou qu'il sera annexé. Après, on ne sait pas, on ne sait jamais. Poutine, il est capable de tout faire. Mais a priori, c'est pas pour demain. Maintenant, comment on peut investir en Turquie? Je parle de l'immobilier, bien sûr. Euh, Deux axes d'investissement. Soit on va investir dans des projets qui sont en cours. Soit on va investir sur des biens qui sont déjà prêts. Voilà, il faut seconde main ou quelque chose comme ça. Où on va investir, ça va être dans les grandes villes. Ou alors, on est un investisseur très patient et qui a de l'argent, et on va aller jouer sur les petites villes. Il faut savoir qu'en Turquie, il y a des villes qui sont connues, Istanbul, Antalya, par exemple. Il y a d'autres villes qui ressemblent, qui sont pas loin, ou qui sont loin, mais qui vont devenir les prochains. Antalya, il y a d'autres villes qui vont devenir les prochains Antalya. Une des solutions, c'est d'aller investir là-bas, et puis prier ses dieux, ou son dieu, ça dépend de la référence, ou prier le néant, pour ceux qui croient au néant. Bon courage, mais bon voilà, pour que les plans gouvernementaux aillent dans le bon sens, parce que là, ça va être une super plus-value. Bon voilà, je pense que pour un investisseur étranger, il ne faut pas se prendre trop la tête, il faut investir dans des villes qui sont connues, qui sont déjà validées, principalement. Après, si ça va être le cinquième, le sixième investissement, why not? Mais aller dès le début dans des villes où il n'y a pas d'aéroport, moi, personnellement, ça m'a freiné. Donc, ça va être dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, il faut savoir qu'en Turquie, c'est pas parce que, c'est pas par exemple comme à Paris, 7e arrondissement, achète où tu veux, c'est le 7e arrondissement. Non, là-bas, il y a des districts, il y a des quartiers, où tu peux avoir un bien qui va faire une super plus-value, et juste le voisin, rien. Ou une moins-value. Pourquoi? Parce que c'est pas le même standing, c'est pas le même ceci, c'est pas le même cela. Sans rentrer dans les grands détails, c'est juste une information qu'il faut retenir. Et le jour J, il faut investiguer soi-même. Donc, l'avantage des biens qui sont prêts, c'est que, c'est clair, c'est prêt, tu l'achètes. Si tu veux le revendre demain, tu le revends. Si tu veux le mettre en Airbnb, tu le fais. Courte durée, longue durée, à toi de voir. Maintenant, il faut faire très attention. Airbnb, il est accepté, mais ça dépend du voisinage. C'est-à-dire, si tu es dans un immeuble et les habitants n'en veulent pas, perte de cause, tu l'auras pas. Donc, c'est très important si on veut faire du Airbnb, soit on est dans des endroits très touristiques, où c'est, voilà, tout le monde l'accepte parce que c'est la force des choses. Si on est dans un immeuble, il faut bien se renseigner. Si c'est un immeuble d'investisseurs, surtout étrangers, généralement, il n'y a pas de problème. Il y a des projets qui se font dans ce sens, je peux mettre en relation. Si par contre, c'est un immeuble qui existe déjà, tu vas acheter un appartement, il faut se renseigner, il faut faire très attention là-dessus. Et d'ailleurs, le Airbnb, il marche super bien en Turquie. Ça peut être l'une des raisons parce que pour le moment, ça va. L'immobilier, je crois pas que c'est pour demain qu'ils vont
interdire Airbnb. Donc, ça peut être un investissement longue durée, courte durée, comme vous voulez. Il faut juste viser les bons quartiers dans n'importe quelle ville. Il faut viser le bon quartier. Il vaut mieux avoir des gens sur place qui vous recommanderont les bons endroits aussi dans les quartiers. Ça, c'est très important. Donc, si vous achetez, ce qu'on était en train de dire, le nouveau, enfin quelque chose qui est prêt, c'est que c'est prêt, voilà, vous faites de la plus-value, etc., etc. Maintenant, le problème des biens qui sont déjà prêts, bah, c'est que vous allez acheter, le vendeur, généralement, à moins que vous ayez un super réseau, il a envie de faire une plus-value. Et aujourd'hui, c'est comme à Paris. Il n'y a plus personne, il n'y a pas de dupe sur le marché. Il n'y a personne qui est dans le besoin de vendre. Ceux qui sont dans le besoin de vendre, c'est pas parce qu'ils sont dans le besoin de vendre, vu qu'il y a une grande demande, qu'ils vont pas vendre au meilleur prix. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, c'est important d'avoir un réseau. Il y a une application, l'équivalent de Le Bon Coin, on en parlera en privé si vous voulez. Il y a beaucoup de sites qu'il faut dénicher. Moi, j'ai beaucoup de temps pour les trouver parce que l'un des problèmes, c'est que l'information n'est pas très disponible, surtout en langue française. Donc, soit il faut parler arabe, et là, merci tous les Arabes qui ont dynamisé et qui ont ouvert ce marché. Moi, je parle arabe, bien sûr, puisque je suis d'origine marocaine, je suis marocain. Donc voilà, ça m'a servi énormément, ma langue arabe. Soit parler anglais, même si même en anglais, moi, j'ai pas trouvé beaucoup de sites. La plupart des youtubeurs qui parlent de ces opportunités, ce sont des Syriens d'ailleurs, pour la plupart. Et bon, voilà, arabique. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y aura forcément une plus-value. Donc, quand tu vas acheter, tu vas jouer sur la plus-value qu'on va faire. C'est un peu, je sais pas, un système de Ponzi, mais normalement, j'espère, on n'est pas dans une bulle. Mais bon, voilà, le système, il est connu. Tu achètes en espérant vendre. Donc, c'est bien de bien acheter dès le début. Les règles sont les mêmes qu'on va avoir dans n'importe quel pays dans l'immobilier. Il faut faire attention, bien négocier, etc., etc., etc. Faire attention, c'est toute une histoire. On en reparlera dans une autre vidéo, autre chose. À propos des arnaques qui ne sont pas forcément liées à ce pays-là, qui est un très beau pays, attention, il ne faut pas me mal comprendre. Mais comme c'est un pays qui est très ouvert et qui est alléchant, bah, il y a forcément des gens qui sont imprudents et de l'autre côté, des gens qui sont malhonnêtes qui en profitent. Comment bien investir en Turquie sans se faire arnaquer? Il faut que ce soit une vidéo, je vous la ferai un jour, Inch'Allah. Alors, et pour revenir... Ou alors, vous allez investir sur des biens qui sont en cours de construction. Là, c'est super bien. Surtout si vous avez du cash. Et surtout si vous investissez dès le début, avant la sortie du topo. Alors, tout ça, il faut qu'on en parle dans une autre vidéo, parce que là, c'est pas possible. On va dire, avant qu'il y ait une autorisation officielle. Avant qu'on soit sûr et certain que le projet va voir le jour. Alors, vous allez me dire, c'est trop risqué. Oui, mais c'est comme tout. Tu veux faire une super plus-value, tu investis sur un projet qui est en cours avant la sortie de l'autorisation. Maintenant, si tu as les bons contacts, si le promoteur c'est quelqu'un de sérieux qui est très connu, qui a déjà réussi à faire 10 projets grandioses, parce que la plupart des projets là-bas, c'est des projets grandioses, hein, c'est même pas une dizaine d'appartements, en général c'est des centaines, parfois c'est même des milliers. Donc si tu tombes sur ça, bah, a priori pourquoi ça va tomber sur toi? Et si ça tombe sur toi, et puis pour la plupart des promoteurs d'ailleurs, s'ils n'ont pas le topo, ils vont te rendre ton argent. Donc oui, c'est une perte sèche, parce que déjà rien que pour faire le virement pour ces grands montants, ça coûte ce que ça coûte. Donc c'est vrai, c'est une perte de temps, d'argent, il y aura forcément des frictions financières qui ne seront pas remboursées, parce que pour que cet argent arrive chez le promoteur, il y a eu des choses qui se sont passées, mais c'est pas genre la disparition totale de ton argent, tu vas quand même le récupérer. Ou alors, tu peux investir parce que c'est sur des tranches après la sortie de topo, voire même avant la dernière tranche, avant que ce soit livré. Mais là, forcément, on perd en termes de marge. C'est des choix à faire. Je m'arrête là. J'irai pas plus loin, mais il y aura d'autres vidéos où j'irai plus loin. Donc certainement, il y aura le background ou bien le back-office de ce qui s'est passé. Une vidéo sur ne pas se faire arnaquer et comment trouver la bonne affaire. Au moins, on aura 3 autres vidéos. Et puis, éventuellement, ça dépend des questions que vous allez poser. Sinon, moi, en tout cas, ce que j'ai aimé dans cette chose-là, c'est que en tant qu'un investisseur, un apprenti investisseur, je pense c'est le mindset. Parce que c'est très important qu'on garde une forme d'éveil et de rester connecté avec la réalité et de savoir sortir de sa zone de confort. Donc, quand on trouve à un moment donné, j'ai envie d'investir. Ma zone de confort, ça va être des pays que je connais. C'est normal. Il y a une certaine expérience et expertise là-dedans.
Mais quand on vient te parler, eh bien que tu découvres qu'il y a un autre pays qui propose des choses, la question qui va venir juste après, j'investis, j'investis pas. Même si tu as quelqu'un qui te dit vas-y, investis, tu as besoin d'aller chercher l'information toi-même et de te faire ta propre idée toi-même. Et cette capacité à aller chercher sur le net pour commencer, et puis rentrer en contact à travers des amis, à travers des connaissances, avec des sachants, des connaisseurs, des investisseurs qui ont déjà fait la chose, qui ont déjà franchi le pas, et puis aller chercher et trouver, eh bien qu'on vous donne le contact d'agents sur place, d'investisseurs sur place, et de pouvoir vraiment rallier bout en bout les différents éléments pour sortir avec la super décision j'investis, j'investis pas, c'est très important. C'était une super aventure, qui est toujours en cours d'ailleurs, c'est très important de le mentionner. Je vous tiendrai au courant des nouveautés à travers les vidéos, enfin, des nouveautés qui vont venir, et des anciennetés, entre guillemets, ce que j'ai pu explorer, découvrir et comprendre jusqu'à aujourd'hui, qui ferait que vous pourrez éventuellement à terme, si ça vous intéresse, de diversifier votre investissement, de rentrer sur le marché turc, eh ben on va dire d'une manière sereine. Parce que je peux vous assurer que forcément, à un moment donné, moi, j'étais pas très serein. J'avais un flux d'informations qui était très alléchante et je me posais beaucoup de questions. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Est-ce que ça ressemble à une arnaque? Parce que vous savez, l'un des moyens très populaires d'investir en Turquie, c'est d'investir à distance, avec une procuration. Juste ce qu'il faut pour l'arnaque. Mais il paraît, enfin, c'est pas qu'il paraît, mais c'est un moyen d'investissement dont, dans le cadre de cet engouement, parce il faut comprendre, c'est pas moi, c'est pas vous, hein, c'est des investisseurs qui ont des millions ou des milliards d'argent, là. Je sais même pas d'où, comment ils font pour cet argent, et donc lui, il a un agent sur place de confiance. Allô Jennifer, je veux investir. Alors, du coup, c'est pas Jennifer, c'est plus des Syriens. Les fachos, vous n'avez rien à faire ici. C'est plus, la plupart, c'est des Arabes, des Syriens. Oh, bien sûr, il y a aussi des Turcs, mais je parle peut-être parce que moi je suis arabe aussi. Allô Saïda, voilà, j'ai 1 million d'euros, je vais investir. Tic tac tic tic, il investit. Lui envoie, il fait une procuration dans le consulat turc, j'expliquerai ça un jour. Il envoie l'argent, il a le bien, il l'a vu sur Google Maps, il est très content. Un jour il ira, peut-être mais il n'ira jamais visiter, il y a l'argent qui rentre. Il faut qu'on en parle, parce que c'est important. La Turquie, c'est un investissement value. On va jouer sur le prix de vente, pas sur le loyer. Le loyer, c'est pas grand-chose. Sauf peut-être si vous faites du Airbnb, vous êtes dans un Antalya, ou bien vous êtes au centre culturel et historique d'Istanbul, c'est différent. Mais là, le prix d'achat aussi, il est différent. Mais pour notre ami 1 milliard, certainement, c'est pas un problème. Mais bon, voilà. J'aimerais bien finir cette vidéo d'investisseur avec le mindset parce que c'est très important. Gardons le bon mindset agile, notre capacité à découvrir, cette capacité à aimer du premier regard et d'être capable de faire son enquête, son investigation dans les règles pour passer de l'amour jusqu'à la concrétisation. Et là-dessus, je pense qu'on a le droit d'avoir vraiment pas qu'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Polygamie, elle est autorisée. J'encourage pas la polygamie. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Voilà. Merci à vous, à la prochaine vidéo.